Donc on est en même temps surpris, ravis de voir effectivement le nombre de personnes qui sont présentes ce soir. Il est vrai qu'on est dans une période un petit peu exceptionnelle, si je puis dire, avec des modalités d'organisation de rencontres et des réunions qui sont un peu contraignantes pour tout le monde, à savoir de respecter au mieux la distanciation sociale, et c'est pour ça qu'on ne va pas pouvoir accueillir beaucoup plus de personnes pour respecter effectivement les critères de distanciation, et l'obligation effectivement de pouvoir porter le masque durant l'ensemble de la conférence pour les questions que vous connaissez. C'est aussi avec regret que nous n'assurerons pas de l'amitié à la fin de la conférence, puisque les conditions et les contraintes sanitaires aujourd'hui nous empêchent effectivement, ou en tout cas nous limitent dans ces éléments de convivialité, et je crois qu'il faut qu'on soit tous attentifs, en tout cas au respect de ces différents critères. Donc tout d'abord, je tiens à tous vous remercier pour votre présence et pour l'intérêt que vous portez aux actions qui sont mises en place par la SADHAD. Alors la SADHAD qui ne travaille pas seule, qui travaille en partenariat avec différents acteurs, donc avec France Touraine Alzheimer et avec Dominique Beauchamp qui est ici présent, que je remercie de sa présence. Et également, je remercie les deux structures de répit du département, donc Bulder et la plateforme de répit, qui sont aujourd'hui représentées par Nelly Gaumonier, que je remercie également pour sa présence et son soutien. Et bien évidemment M. Doiseau, mais sur lequel je reviendrai tout à l'heure, qui va vous faire et assurer ce soir la conférence. Donc les actions effectivement de ces conférences ont pu être développées et mises en œuvre par la SADHAD dans le cadre de projets et d'appels à projets qui sont lancés par l'Agence régionale de santé, donc qui est la structure sanitaire qui a pour vocation de piloter l'offre de soins sur les territoires régionaux. Et la SADHAD a donc répondu à ces différents appels à projets et a été retenue pour cette année pour la conduite de ces conférences. Alors, particularité, on aurait dû organiser des conférences tout au long de l'année, donc certaines ont dû être suspendues du fait de la crise que nous avons traversée, mais nous reprenons effectivement le cycle de ces conférences en essayant de les tenir dans des conditions adaptées. Donc la SADHAD a, dans le cadre de cet appel à projet, développé des formations, désolé, le masque qui glisse, mis en place des actions de soutien psychosocial et également des sessions d'information et de sensibilisation. L'objectif de ces sessions étant de permettre aux aidants, des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de maladies apparentées, de pouvoir disposer d'un ensemble d'informations, de conseils, d'appuis pour permettre d'accompagner au mieux finalement le malade et la personne qui a besoin de soutien. Ces actions ont donc démarré, comme je vous l'indiquais en début d'année, ont été interrompues finalement par la crise Covid, et on a réorganisé en fait le dispositif sur la fin donc de cette année. Donc je reprends un petit peu mes notes parce que j'ai perdu un peu le fil avec les écarts de temps. Donc au niveau de la série des conférences, donc ce soir vous allez pouvoir bénéficier de la présentation des thèmes maladie Alzheimer et troubles du comportement, et maladie d'Alzheimer et troubles de la mémoire, donc animé par M. Frédéric Doiseau, qui est neuropsychologue, un personnage qu'on connaît bien en tout cas dans la structure, puisqu'on travaille sur différents champs avec lui, et on apprécie effectivement le travail qu'il peut fournir, et je crois qu'on a tout naturellement pensé à vous pour l'organisation de ces conférences. En sachant que M. Doiseau interviendra également sur la conférence du mois de novembre portant sur la maladie d'Alzheimer et sommeil, et maladie d'Alzheimer et alimentation. Alors il y aura également deux autres conférences qui porteront sur apprendre à se ressourcer. Donc l'objectif c'est d'apprendre à l'aidant à prendre du temps pour lui, puisque si on veut accompagner la personne au long cours, il faut effectivement que l'aidant puisse bénéficier de temps de repos, de temps de pause, et puisse aussi bénéficier d'espace, si je puis dire, de liberté. Et l'autre conférence portera sur bouger et se faire du bien, donc pour l'aidant et l'aider. L'objectif c'est de montrer finalement qu'il est possible de faire des activités chez soi, entre l'aidant et l'aider, des activités physiques, et permettre effectivement aux deux de pouvoir s'accompagner mutuellement. Alors si vous le souhaitez, vous retrouvez en sortant les flyers qui reprennent donc les différentes conférences, qui sont les petits flyers que vous avez ici, qui reprennent les thèmes des conférences et les dates actualisées. Voilà. Donc vous aurez tous ces éléments-là. Alors au niveau des autres actions que nous mettons en œuvre, donc au niveau des formations, on a une session de formation qui va démarrer ce vendredi donc sur Ballon Miré, alors en sachant que là aussi
On a un certain, je vais dire succès entre guillemets, mais la session est effectivement complète sur ballon miré. Et nous allons, du coup, du fait du décalage du calendrier, proposer 2 autres qui seront proposés à partir de 2021. Une qui sera organisée également sur ballon, et nous avons également un deuxième axe de formation qui se fera sur le secteur du Lochois, dans le cadre d'un partenariat avec le centre hospitalier de Loches. Alors, pour toutes les questions que vous pourriez éventuellement avoir, donc vous aurez ce soir dans la salle nos 2 référentes, donc à savoir Véronique Montera, qui est donc la responsable du SIAD et qui porte aussi la responsabilité de l'équipe Mobile Alzheimer, et Véronique Cartier, qui est l'infirmière coordinatrice qui emporte effectivement la responsabilité directe de cette équipe Mobile Alzheimer. Donc là, je vous remercie également toutes les deux pour votre travail et pour votre implication. Alors, avant de laisser la parole aux conférenciers et puis de ne pas trop retarder avec un discours trop long, moi j'ai juste une petite question, et Madame Montera en a une autre après derrière. On voudrait juste savoir en fait par quels moyens vous avez eu connaissance de l'organisation de la conférence. Alors, le contrat local de santé, ça c'est bien, on sache. La presse, alors l'ANR, vous avez vu ce petit placard ou le petit agenda? Non, l'ANR, le placard. Donc c'est ce petit document que vous avez vu là ou dans l'agenda? Non. L'agenda, d'accord. Moi, le petit document. En fait, il y a les deux. Donc les deux, voilà. L'orthophoniste. Pardon? L'orthophoniste. L'orthophoniste, d'accord, ok. Donc ça veut dire que l'information diffuse effectivement largement. Enfin, c'est important pour nous de savoir quels sont les bons vecteurs de communication sur ces actions, c'est pour ça qu'on fait ce petit sondage. Écoutez, je vais laisser la parole à Véronique Montera qui veut vous parler de quelques points de formalisme, puisque cette action étant faisant l'objet d'un financement par l'Agence régionale de santé, nous avons l'obligation de mettre en place un questionnaire d'évaluation de la conférence, donc c'est les petits documents que vous avez, elle va vous en expliquer les raisons et les éléments. Et puis écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne conférence. Merci encore Monsieur Loiseau pour votre présence et pour le travail réalisé et le partage en tout cas avec les familles et les patients. Voilà. Merci à tous et bonne soirée. Donc effectivement, vous avez tous sur les chaises 2 questionnaires. Ces questionnaires, c'est parce que comme M. Camus vous l'a dit, nos actions sont quand même financées grâce à l'ARS, en partie, et du coup l'ARS, pour ce faire, nécessite des bilans pour voir un petit peu ce qu'on a mis en place, avec des questions bien précises. C'est pour ça que vous avez 2 questionnaires qui sont quand même très complets, parce qu'en fait il faut que je rentre dans des cases, des chiffres à chaque fois. Donc c'est pour ça que vous avez 2 types de questionnaires. Et deuxième intervention, la plateforme, donc Nelly Lomonier, qui représente la plateforme de répit AGB, vient de me donner des informations que vous pourrez trouver sur la table. En fait, c'est la journée des aidants qui a lieu le 6 octobre, sous peu. Donc voilà, vous avez des informations, je vais vous les déposer ici. Oui, c'est l'après-midi. C'est l'après-midi, à la mairie de Tours. Et vous avez des aidants qui ont participé à un projet d'écriture d'une chanson. Attends, je vais prendre On a travaillé en amont sur cette journée avec un groupe d'aidants qui a écrit une chanson et tourné un clip avec un artiste. Et j'espère que vous aurez l'occasion de la découvrir ce jour-là. C'est un projet qui a duré sur 1 an. Et donc on sera ravis de vous le présenter à la Journée nationale des aidants avec les 2 plateformes de répit d'Indre-et-Loire. Voilà, donc soyez les bienvenus cet après-midi-là. Et il y a une deuxième phase pour les gens qui travaillent, les aidants professionnels, les aidants en activité, pardon. À partir de 17h30, il y a aussi une pièce de théâtre, justement sur la thématique d'accompagner l'être qu'on aime, dont on prend soin. Voilà, donc bonne conférence à vous et n'hésitez pas à venir nous voir après la conférence. Au revoir, merci. Alors bonsoir à toutes et à tous. Alors je vais me présenter brièvement. Donc je m'appelle Frédéric Loiseau, je suis psychologue et docteur en psychologie. Mon parcours, pour être très rapide, peut être résumé à peu près de la façon suivante. J'ai travaillé environ 15 ans en EHPAD et j'ai travaillé également dans un laboratoire du CNRS pendant à peu près une dizaine d'années pour étudier le vieillissement de la mémoire. Alors aujourd'hui je fais d'autres choses, mais ce parcours explique bien sûr ma présence ici. Alors je remercie bien sûr
l'Assad HAD pour avoir organisé ce type de conférence. Je vous remercie pour votre présence et je vais essayer ce soir de vous parler donc de deux thématiques, troubles de la mémoire et maladie d'Alzheimer, et troubles du comportement et maladie d'Alzheimer. Alors je dis bien essayer car ce sont des thèmes qui sont assez vastes, qui peuvent être assez complexes. J'ai essayé de synthétiser au maximum. J'ai pas mal schématisé, donc j'espère que mon propos bien sûr sera clair. Mais à la fin de mon intervention, je vous laisserai bien sûr du temps pour que vous puissiez poser des questions. Et si je peux y répondre, bien sûr, je me ferai un plaisir de le faire. Alors pour commencer, je vais vous proposer de parler des troubles de la mémoire au cours de la maladie d'Alzheimer. Alors, les troubles de la mémoire, il faut les comprendre en fait de trois façons différentes que sont en fait le processus de la mémoire. Alors, ce que je vais dire là, c'est vrai pour la mémoire en général. Le processus de la mémoire se fait toujours en trois étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle la fixation, ou ce qu'on appelle aussi parfois dans notre jargon l'encodage. Si vous préférez, peut-être l'enregistrement. Par exemple, vous êtes en train d'écouter, je vois que les personnes notent, vous êtes en train d'encoder ce que je suis en train de dire, en train d'encoder l'information. Deuxième processus pour une mémoire qui fonctionne bien, c'est ce qu'on appelle le stockage, la rétention de l'information. Après avoir entendu ce que je suis en train de dire, c'est stocké quelque part dans votre cerveau. Alors d'ailleurs, c'est difficile de dire que c'est stocké dans un endroit précis, mais en tout cas, c'est quand même bien stocké dans le cerveau. Et enfin, troisième processus de la mémoire, c'est la restitution de l'information, ou si vous préférez, sa récupération. On imagine, vous rentrez chez vous ce soir et vous voulez parler de cette conférence à quelqu'un, et vous allez peut-être dire « Ah bah oui, tiens, on a vu qu'il y avait trois processus de la mémoire. » Et bien, en faisant ça, vous êtes en train de restituer l'information. Comment peut-on parler d'un trouble de la mémoire? Eh bien, on va évoquer ou bien un trouble de la fixation, c'est-à-dire une incapacité ou une difficulté à encoder de nouvelles informations, ou bien des difficultés dans le stockage, donc véritablement le fait de retenir, ou bien aussi des difficultés dans la récupération ou la restitution de l'information. Alors, je vais faire le lien, bien sûr, à chaque fois avec la maladie d'Alzheimer. Dans la maladie d'Alzheimer, à terme, on observe un trouble dans ces trois processus. Alors, au tout début de la maladie d'Alzheimer, c'est plutôt un trouble de l'encodage. La personne a des difficultés à enregistrer de nouvelles informations, alors que les informations anciennes, voire très anciennes, sont plutôt préservées. Et au fur et à mesure que la maladie va s'aggraver, eh bien on va observer des difficultés dans le stockage, mais aussi la restitution, la récupération des informations. Alors je vais revenir bien sûr sur ces notions, mais on peut déjà retenir que la maladie d'Alzheimer est une maladie qui va entraîner ces difficultés dans les trois processus. Donc pour faire très simple, une mémoire qui fonctionne bien, c'est une mémoire qui nous permet de bien encoder, de bien stocker et de bien récupérer. Et on pourra parler de difficulté de la mémoire lorsque l'un de ces trois processus est altéré. Alors excusez-moi, je bafoue peut-être un petit peu, j'ai du mal à respirer avec le masque, j'espère que ça reste audible. Alors ça c'était pour le processus de la mémoire. Mais en fait, il n'existe pas qu'une seule mémoire, il existe plusieurs mémoires, et d'ailleurs, l'évolution de ces mémoires va se faire différemment au cours du vieillissement normal, mais aussi au cours de la maladie d'Alzheimer. Alors, ce que je vais vous proposer, c'est de développer les 5 types de mémoires, donc qui sont sous vos yeux: mémoire sémantique, épisodique, procédurale, mémoire de travail et mémoire implicite. Et on va voir que la maladie d'Alzheimer va toucher différemment ces mémoires, et d'ailleurs à des stades différents. Alors je vais commencer par la mémoire sémantique. La nature des souvenirs, eh bien, on peut la caractériser par notre culture générale. C'est l'ensemble des choses que l'on connaît du monde. Alors c'est le langage, bien sûr, le vocabulaire, d'où le nom de mémoire sémantique, mais le concept a un petit peu évolué. Aujourd'hui, on dit que c'est vraiment l'ensemble de nos connaissances. Alors, si je vous demande quelle est la capitale de la France, vous allez bien sûr me dire Paris.
Paris est inscrit en mémoire sémantique. Donc Paris en tant que capitale de la France. C'est effectivement une question de culture générale, c'est une connaissance que vous avez du monde. Et si je vous demande de me dire comment s'appelle cet objet sur lequel est projetée la vidéo, vous allez me dire que c'est un écran. Et bien ça aussi, finalement, c'est une connaissance que vous avez du monde. Alors cette mémoire sémantique possède des caractéristiques. Alors on dit d'elle qu'elle est structurée en réseau, c'est-à-dire que lorsqu'on active un réseau, eh bien il y a tout un tas d'autres informations qui viennent à l'esprit. Au moment où je vous ai parlé de Paris, peut-être avez-vous déjà eu en tête l'image de la Tour Eiffel, ou peut-être d'autres choses que vous connaissez de Paris. Et ça, c'est typique de la mémoire sémantique, c'est-à-dire que toutes les informations sont véritablement reliées entre elles au sein de notre cerveau. C'est une mémoire ou des souvenirs qui sont plutôt impersonnels. Si je pose la question à chacun individuellement, quelle est la capitale de la France? Vous allez me dire Paris. La question, enfin en tout cas la réponse n'est pas du tout personnelle. Elle n'est pas unique, tout le monde partage cette réponse. Et enfin, autre caractéristique de la mémoire sémantique, on oublie le contexte d'apprentissage. Si je vous demande quand vous avez appris que Paris était la capitale de la France, eh bien en fait vous ne vous en souvenez pas. Alors peut-être que vous me direz ça devait être à l'école, etc. Alors oui, très probablement, mais peut-être pas finalement. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que vous ne vous souvenez pas exactement du jour où vous avez appris ça. Si je vous demande le nom de l'animal qui a 4 pattes, des poils et qui aboie, vous allez me dire bah, c'est un chien. C'est inscrit dans votre mémoire sémantique. Et si je vous pose la question de savoir quand vous avez appris ça, eh bien pareil, vous ne saurez pas répondre. Alors tout ceci pour dire que la mémoire sémantique possède des caractéristiques très spécifiques, comme les autres types de mémoire. Alors au cours de la maladie d'Alzheimer, on va observer une déstructuration du réseau sémantique. La personne va petit à petit oublier des choses qu'elle connaît du monde environnant. Elle va perdre du vocabulaire, elle va perdre également des pans de sa culture générale. Alors dans le vocabulaire, on va parler également de manque du mot, alors qui peut être associé à un trouble du langage aussi, mais c'est en lien avec cette mémoire sémantique, c'est-à-dire l'incapacité de retrouver les mots. Alors, à terme, la personne va avoir d'énormes difficultés à se faire comprendre, car elle n'arrive plus à trouver ses mots. Par exemple, quand elle va pouvoir dire bah, « prenez la chaise pour vous asseoir », elle va avoir des comportements du type bah, « prenez-le, prenez-la, prenez », et elle peut s'agiter et s'énerver. Alors, je ferai des liens bien sûr avec les troubles du comportement qu'on verra dans une seconde partie. Alors ça, c'est quelque chose qui est à retenir. Une personne souffrant de maladie d'Alzheimer, petit à petit, va perdre effectivement des pans entiers de connaissances qu'elle a du monde. Ça va dans l'ensemble, c'est assez clair? Deuxième type de mémoire, la mémoire épisodique. Alors elle est très différente cette mémoire. Alors épisodique va s'apporter bien son nom, c'est pour épisode de la vie personnelle. Alors la nature des souvenirs, ce sont tout simplement les souvenirs personnels. Ce qui nous est arrivé au cours de notre vie. Donc on parle d'histoire de vie. Alors la mémoire épisodique, passez-moi l'expression, mais ça ratisse large. Si je vous demande ce que vous avez mangé ce midi, c'est de la mémoire épisodique. Si je vous demande dans quelle ville vous êtes allé à l'école quand vous étiez petit, c'est aussi de la mémoire épisodique. C'est tout ce qui vous est arrivé dans votre vie. Alors on parle d'intégrité psychique avec cette mémoire épisodique, dans la mesure où si on ne se souvient pas de choses qui nous sont arrivées, eh bien on risque de perdre notre identité. En fait, le principe d'identité va être extrêmement soutenu par la mémoire épisodique, car si on ne se souvient pas de ce que nous faisons et de comment nous réagissons habituellement dans certaines situations, eh bien finalement, on devient quelqu'un qui fait à peu près tout et son contraire, car il n'y a pas de continuité épisodique. Alors les caractéristiques, alors là c'est très différent de la mémoire sémantique. Le souvenir, il est obligatoirement personnel.
Alors, tout à l'heure, je vous ai donné ce petit exemple. Pouvez-vous me dire quelle est la capitale de la France? Et on a vu que, bah oui, la réponse était Paris. Et bien là, le souvenir, il est obligatoirement personnel. Et si tout le monde est déjà allé à Paris, et bien si j'interroge tout le monde, j'aurai une réponse très différente. Et ça semble bien sûr logique. Autre caractéristique, cette mémoire épisodique est une élaboration. C'est-à-dire que c'est une reconstruction du passé. En fait, un souvenir n'est jamais identique à ce qu'on a vécu. Car lorsqu'on se souvient de quelque chose, c'est toujours par rapport à qui nous sommes maintenant, notre humeur du jour et tout ce qu'on a pu vivre entre le moment où on a vécu l'événement et aujourd'hui. Donc c'est toujours une reconstruction du passé. Alors contrairement à la mémoire sémantique où la capitale de la France c'est Paris, point. Et ça sera vrai, on va dire tout le temps que Paris est bien sûr la capitale de la France. Mais si je vous demande de me raconter votre dernier séjour à Paris, aujourd'hui j'aurai peut-être une réponse, et peut-être que si je vous repose la question dans 6 mois, et exactement aux mêmes personnes, j'aurai des réponses qui pourront être sensiblement différentes. Et enfin, cette mémoire est obligatoirement contextuelle. Pour se souvenir de ce qu'on a fait à Paris, il faut tout simplement se souvenir qu'on est allé à Paris. Sinon, on ne peut pas répondre à la question. Contrairement à la mémoire sémantique, où je peux dire que Paris est la capitale de la France, même si je ne me souviens pas du contexte d'apprentissage. Alors, au cours de la maladie d'Alzheimer, cette mémoire épisodique va être fortement altérée. Alors, un petit peu comme je l'évoquais au tout début, ce qui va surtout disparaître, ce sont les souvenirs récents. La personne est dans l'incapacité d'enregistrer de nouvelles informations et des informations même concernant son histoire de vie. Par exemple, la question « Qu'avez-vous mangé ce midi ?» peut être très difficile pour une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer. Par contre, si je lui pose des questions sur son enfance, peut-être arrivera-t-elle à répondre beaucoup plus facilement. Alors, à terme, bien entendu, on observe une amnésie à rebours. Donc, ce sont les événements les plus récents qui vont disparaître, mais petit à petit, des pans entiers de la vie de la personne vont disparaître également. Et on peut parler également d'une désintégration psychique. La personne ne se souvenant pas de son histoire de vie, ne se souvient pas en fait de qui elle est, et on peut dire de certaines personnes souffrant de la maladie d'Alzheimer qu'elles sont devenues des personnes différentes. Parfois on ne les reconnaît plus en termes de comportement qu'elles ont, en termes de propos qu'elles peuvent avoir ou d'affect qu'elles peuvent avoir, car effectivement il y a cette perte d'intégrité psychique causée par les troubles de la mémoire épisodique. Ça va, c'est clair aussi pour cette mémoire ? Alors, troisième type de mémoire, la mémoire procédurale. Alors, c'est une mémoire très différente des deux premières, puisqu'ici, on est plutôt dans ce qu'on appelle des automatismes. C'est une mémoire qui travaille, alors je vais dire toute seule, pour faire très simple. Lorsque nous faisons des choses, eh bien notre cerveau va les enregistrer. Alors c'est parfois difficile, ça nécessite des apprentissages, mais une fois que l'apprentissage est acquis, eh bien finalement il va perdurer dans le temps. Alors je vais vous donner un exemple, ça sera peut-être beaucoup plus simple. Un exemple d'automatisme gestuel, faire du vélo. Faire du vélo, au début, c'est difficile. Alors peut-être que vous ne vous en souvenez pas, mais si vous avez dans votre entourage des enfants en bas âge qui apprennent à faire du vélo, vous voyez à quel point c'est difficile pour un enfant d'apprendre à faire du vélo. Aujourd'hui, vous êtes capable de faire du vélo sans difficulté, sans trop de difficultés, et ça rejoint bien sûr l'expression, c'est comme le vélo, ça ne s'oublie pas. Car effectivement, c'est une mémoire procédurale automatique. Alors il y a d'autres exemples. Le fait de s'habiller, c'est aussi de la mémoire procédurale. Faire ses lacets, utiliser une fourchette pour manger, écrire, etc., etc. Au début, il y a un apprentissage. Cet apprentissage va être renforcé et devient donc automatique. Alors, un petit peu moins écolo que le vélo, la voiture, c'est la même chose. Au début, c'est difficile d'apprendre à conduire une automobile, et petit à petit, on y arrive, et on peut même faire d'autres choses en même temps. Écouter la radio, discuter avec une personne à côté, etc. C'est quelque chose qui est intégré. On n'a pas besoin d'y réfléchir, ça se fait, entre guillemets, tout seul.
On observe à peu près la même chose avec ce qu'on appelle les automatismes verbaux. Alors, je vais d'ailleurs vous poser une question. Je vais vous demander de compléter ma phrase. Ce soir, il y a un beau clair de... Oui. Le corbeau et le... Oui, effectivement. Et vous avez bien entendu trouvé la bonne réponse, puisque ce sont des choses qui sont surapprises. Et ces choses qui sont surapprises deviennent des automatismes verbaux. Un petit peu comme le bonjour, comment ça va. Et tout ça, ça se fait tout seul. Alors les caractéristiques de ces souvenirs, gestuels ou verbaux, c'est que le plus souvent, c'est quelque chose d'inconscient. On n'a pas besoin d'y penser pour le faire. Et heureusement, car si on devait être tout le temps concentré pour... faire du vélo, pourquoi pas marcher, car c'est aussi un apprentissage procédural, le fait de marcher, conduire son automobile, écrire, etc. En fait, on serait tout simplement complètement épuisé. On n'aurait pas suffisamment de ressources attentionnelles pour faire tout ça. Donc c'est quelque chose qui est intégré, qui devient inconscient. Et comme je l'ai évoqué, ça peut être aussi des exemples non verbaux. Alors avec la maladie d'Alzheimer, eh bien, des études ont montré que la mémoire procédurale était une des mémoires qui résistait le mieux. Alors ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas du tout altérée, mais c'est un des types de mémoire, on va voir qu'il y en a un autre, qui va être le plus longtemps préservé. Alors à terme, avec une évolution sévère, cette mémoire procédurale va également être touchée et on peut parler d'autres troubles, notamment pour certaines personnes qui n'arrivent plus à s'habiller. Donc, par exemple, apraxie de l'habillage, donc incapacité d'exécuter des gestes, et parfois dans le mot d'ordre, pour pouvoir s'habiller. Et c'est en lien avec ce trouble de la mémoire procédurale. Mais lorsque la maladie apparaît, eh bien, cette mémoire procédurale est plutôt bien préservée. Donc, bien retenir cette notion d'automatisme. Tout ce qui a été fait automatiquement, qui a été surappris, va tenir beaucoup plus longtemps. Alors je vais y revenir, et notamment quand on abordera aussi les troubles du comportement. Donc s'appuyer en fait sur les ressources de la personne. Quatrième type de mémoire, la mémoire de travail. Alors cette mémoire de travail, en fait on dit que c'est plutôt un processus qui travaille avec la mémoire, et ici les souvenirs sont immédiats. C'est la mémoire qu'on va utiliser par exemple quand on veut retenir un numéro de téléphone de tête, ou quand on veut retenir un rendez-vous de tête. Donc on va se concentrer, on va maintenir notre attention pour essayer de se souvenir de l'information. On utilise aussi notre mémoire de travail quand les informations sont en provenance de différentes sources. Alors parmi vous, je vois des personnes donc, qui m'écoutent, qui lisent et qui en même temps écrivent. Ce sont 3 sources d'informations différentes. Si vous êtes capable de faire ça, c'est que votre mémoire de travail fonctionne bien. Vous êtes, si je simplifie un petit peu, multitâche. Eh bien, cette mémoire de travail, c'est ce qui nous permet d'accomplir ces tâches et parfois plusieurs tâches en même temps. Alors, on peut dire des caractéristiques de cette mémoire qu'il s'agit en fait d'un traitement de l'information. On va traiter l'information pour essayer, bien sûr, de la stocker et par la suite la restituer. Mais cette mémoire est très limitée dans le temps, mais aussi en capacité. Alors dans le temps, c'est assez simple. Si je vous donne par exemple un numéro de téléphone, que vous n'avez rien pour noter, et que vous essayez de vous souvenir de ce numéro, eh bien en fait, vous avez intérêt à maintenir votre attention et répéter mentalement ce numéro rapidement, très vite, car sinon vous allez l'oublier quasiment tout de suite. Car la mémoire de travail est très limitée dans le temps. Mais elle est aussi limitée en capacité, c'est-à-dire que peut-être vous arriverez à retenir un numéro de téléphone, mais certainement pas 2, 3, 4, 5 ou 10. Alors on pourrait dire aussi que c'est une différence entre la mémoire de travail et la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, en fait, ou épisodique même, on ne connaît pas trop ses limites, puisqu'on peut engranger tout un tas de connaissances et d'informations. La mémoire de travail, on connaît sa limite, c'est 7 plus ou moins 2 informations. Par exemple, si je vous demande de retenir des séries de lettres ou des séries de chiffres, que j'en aligne 10-15 à chaque fois comme ça, et que je vous demande de restituer tout ce que vous avez en mémoire,
qu'on fait une moyenne de toutes vos réponses, on obtient à peu près 7. C'est-à-dire qu'en moyenne, on retient 7 lettres ou 7 chiffres, plus ou moins 2. Et donc là, il y a de très nombreuses études qui ont montré cette limitation de la mémoire de travail. Alors, au cours de la maladie d'Alzheimer, et ça semble un peu évident, c'est la mémoire qui va être le plus tôt altérée et la plus altérée, puisque les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer vont souffrir de troubles attentionnels et vont être dans l'incapacité de traiter l'information, et en plus en provenance de différentes sources. Alors, à titre d'information, le pic de performance en mémoire de travail se situe aux alentours de 30 à 35 ans. C'est-à-dire qu'après 30 ou 35 ans, ça commence déjà à diminuer un petit peu. Et on voit que cette mémoire est effectivement très fragile. Donc au cours de la maladie d'Alzheimer, eh bien, il faudra éviter de solliciter cette mémoire. Si on le fait trop, on va mettre la personne tout de suite en échec. Alors, je ne sais plus si j'en parle après, donc je vais le dire maintenant, si j'en parle après, c'est pas très grave. À titre d'exemple, lorsqu'on veut dire quelque chose à une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, lorsqu'on veut lui donner une info ou lui demander quelque chose, si possible, des phrases courtes avec une seule information par phrase. S'il y a plusieurs informations dans la phrase, on est déjà en train d'excéder sa capacité en mémoire de travail. Alors, dans le meilleur des cas, j'ai envie de dire que la personne ne comprend pas et puis se lui passe un peu au-dessus. Dans le pire des cas, elle peut devenir agitée, voire agressive. Et c'est en lien avec ce trouble de la mémoire de travail. Et enfin, dernier type de mémoire, ce qu'on appelle la mémoire implicite. Alors, qui peut être assez difficile à expliquer. La mémoire implicite, on pourrait l'expliquer en disant qu'il s'agit de formes visuelles, de formes auditives qu'on va enregistrer sans forcément en avoir conscience. Alors, c'est le cerveau qui fait ça un petit peu tout seul. Par exemple, vous êtes ici ce soir, vous écoutez ce que je dis, vous regardez l'écran, vous prenez des notes, mais en même temps, vous enregistrez tout un tas d'autres informations sans forcément en avoir toujours conscience. Peut-être que par moment, vous estimez qu'il fait très chaud, peut-être que par moment, vous entendez un petit bruit qui a attiré votre attention, peut-être que par moment, vous décrochez un peu, puis vous pensez peut-être à votre repas qui vous attend ce soir, etc. Et en fait, au moment même où vous participez à cette conférence, il y a tout un tas d'autres informations qui peuvent venir à votre esprit, et le cerveau, donc je simplifie un petit peu, va enregistrer un peu tout ça. Ça peut être aussi des odeurs, etc. Eh bien, ces formes visuelles, auditives, ou parfois ces pensées ou ces émotions vont être enregistrées sans qu'on le sache véritablement. Alors il y a pareil tout un tas d'études qui ont montré que la mémoire implicite allait favoriser notre capacité de mémoire quand on se place dans certains contextes, puisque le cerveau va identifier ce contexte comme étant plutôt familier et ça facilite en fait la mémoire, ce qu'on appelle les formes d'indissage. Alors c'est ce qu'on appelle assez techniquement la facilitation de la détection et le traitement d'un objet. Et cette mémoire est très largement inconsciente, sans doute plus bien sûr que la mémoire procédurale. Alors cette mémoire implicite, c'est véritablement celle qui est la mieux préservée au cours de la maladie d'Alzheimer. Alors pour une raison que je vais simplifier un petit peu, la mémoire sémantique, la mémoire épisodique ou la mémoire de travail, on l'aura compris, nécessite des efforts attentionnels, de concentration, d'élaboration. Alors que la mémoire procédurale, et encore plus la mémoire implicite, repose sur des processus automatiques, inconscients, parfois même peut-être un petit peu archaïques. Donc c'est quelque chose qui va être très bien conservé. Alors, on verra qu'il y a des conséquences également. Alors, pareil, je vais le dire maintenant, même si j'y reviens un petit peu plus tard. Ce que va enregistrer une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, ça sera plutôt des ambiances, un environnement, une façon d'être, une humeur, une façon de réagir, même si elle ne se souvient pas très bien de qui a dit quoi, qui a fait quoi, ou même qui est cette personne, elle va avoir enregistré
des caractéristiques associées à cette personne. Alors la conséquence, c'est que, si possible toujours, auprès d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, il faut favoriser les émotions positives. Communiquer avec elle avec le sourire, éviter de trop s'emporter lorsqu'on la côtoie, car quand on fait ça, ce qu'elle va retenir de nous, si je simplifie à l'extrême, c'est qu'on n'est pas quelqu'un de très commode. Donc dès qu'elle va nous voir arriver, même si elle ne sait pas très bien qui on est parce qu'elle ne se souvient pas très bien, elle voit, elle devine, elle pressent, puisqu'on parle aussi dans la mémoire implicite de pressentiment, qu'il y a quelque chose de désagréable qui va se passer. Et ça va bien sûr entacher la relation qu'on peut avoir avec elle. Alors cette mémoire implicite qui véritablement est celle qui résiste le mieux, alors face au vieillissement normal, mais aussi face au vieillissement pathologique. Alors comment caractériser le trouble de la mémoire pathologique ou l'oubli pathologique ? C'est pas toujours évident de pouvoir se dire oui, tiens, il y a un proche, ou pourquoi pas moi-même, qui semble souffrir de troubles de la mémoire. Alors il y a quelques caractéristiques. Une personne qui souffre de troubles de la mémoire pathologique exprime peu de plaintes, voire aucune plainte. Alors ça semble assez logique, car si vraiment j'ai des troubles de la mémoire, je ne me souviens pas que j'oublie. Si je ne me souviens pas du nom d'un acteur ou autre, peut-être que pour moi c'est que justement je ne le connais pas, le nom de cet acteur. Donc je ne vais pas me plaindre. Par contre, si je ne me souviens pas du nom d'un acteur alors que je sais que je connais cet acteur, là oui, je vais dire oui, pourtant je le connais, mais je ne comprends pas. Et puis c'est de pire en pire. Alors ça ne veut pas dire bien sûr que l'oubli n'est pas pathologique, mais c'est une grande différence entre un oubli pathologique ou un oubli bénin. Le fait qu'il y ait ou non des plaintes. Dans l'oubli pathologique, on observe des oublis importants concernant des fragments entiers du passé ou pourquoi pas du présent de la personne. Alors ça rejoint bien sûr ce que j'ai évoqué tout à l'heure. La personne va présenter des troubles de la mémoire épisodique, mais pour des pans entiers de sa vie. Ça peut nous arriver à tous, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, de ne pas très bien se souvenir de ce qu'on a mangé ce midi ou hier soir. Mais c'est pas très grave. Par contre, si je ne me souviens pas de ce que j'ai fait hier, mais rien du tout de ce que j'ai fait hier, là c'est peut-être un peu plus grave. Alors, ça peut s'expliquer aussi par ailleurs, mais on voit que les oublis vont être beaucoup plus importants dans le trouble pathologique. On observe très souvent également, associé à ces troubles de la mémoire pathologique, une désorientation temporelle et spatiale, qu'on n'observe pas lorsque le trouble est moins sévère. Il y a obligatoirement un retentissement sur la vie sociale, puisque tous ces troubles de la mémoire vont engendrer malheureusement une incapacité pour la personne de s'adapter à son environnement, et donc il y a forcément des retentissements. Alors, dans sa vie auprès de sa famille, mais dans sa vie, j'ai envie de dire, tout court, en général. Alors, il peut bien sûr s'agir de la maladie d'Alzheimer, comme il peut s'agir aussi d'autres types de pathologies qui peut-être d'ailleurs n'ont rien à voir avec une maladie neurodégénérative. Et donc la priorité, c'est de pouvoir consulter son médecin pour chercher des causes explicatives du trouble de la mémoire. Quelques exemples, mais il peut y en avoir d'autres. Alors, en conclusion, concernant ces troubles de la mémoire, ce qu'on peut vraiment retenir, et je vais y revenir quand je vais aborder les troubles du comportement, c'est que les mémoires procédurales et implicites sont les mieux préservées. En fait, on peut véritablement considérer ces mémoires comme des ressources encore présentes chez la personne. Et de façon très générale, dans le quotidien de la personne, on va essayer de faire en sorte que les jours se suivent et se ressemblent. Plus il y aura de répétitions, plus il y aura de repères, plus ça sera aidant pour la personne, plus ça lui permettra d'apprendre, même si ce sont des apprentissages basiques, et plus ça sera rassurant pour elle. Donc on dit très souvent que pour les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ou troubles apparentés, l'idéal c'est que les jours se suivent et se ressemblent, favoriser au maximum les repères. Et bien entendu, l'importance des émotions positives.
plus la personne vit dans un environnement familier et en plus positif, plus la personne pourra s'épanouir. Donc les troubles de la mémoire sont présents bien entendu au cours de la maladie d'Alzheimer, mais grâce à certains types de mémoire, on peut encore apporter des choses à cette personne, des choses positives, communiquer avec elle et lui proposer un environnement de vie plutôt apaisant. Alors bien sûr, tout ça c'est un petit peu en théorie. Dans la vraie vie, c'est un petit peu plus compliqué, mais ça fait vraiment partie des repères à garder à l'esprit. Alors je ne sais pas si vous préférez poser des questions tout de suite sur les troubles de la vie. De leur apporter quelque chose qui leur plaît, quitte à ce que ça ne soit pas dans la routine. Alors le mieux, c'est, comme vous le dites, de pouvoir identifier quelque chose qui plaît à la personne, même si ce n'est pas quelque chose qui est strictement dans la routine, mais qui va lui permettre de passer un bon moment. Alors le trouble de la mémoire en fait est tel qu'une fois que la personne passe un bon moment, elle va sans doute oublier qu'elle est en train de passer un mauvais moment au préalable. Donc il faut effectivement privilégier les émotions positives. Et on appelle cette technique, ça porte un nom, ce qu'on appelle faire diversion. Quand vraiment ça bloque trop auprès d'une personne, on va faire diversion, c'est-à-dire qu'on va proposer quelque chose qui lui plaît, qui lui convient, qui est plaisant pour elle. Ça répond à votre question? D'accord. Oui, monsieur, vous avez une question? Dans le cas, par exemple, d'avoir à faire quelque chose et d'aller, par exemple, chercher un stylo dans une autre pièce, et quand on arrive dans la pièce, on ne se souvient pas de ce qu'on est venu faire. Oui. Alors c'est lié à la mémoire épisodique et à l'effet de contexte. Si là tout de suite maintenant je vous dis tiens il me faut un stylo parce qu'il faut que j'écrive quelque chose, un petit peu comme je l'ai dit tout à l'heure, donc ça c'est la mémoire épisodique, c'est quelque chose qui est en train de m'arriver, mais mon cerveau en même temps il enregistre tout un tas de choses de l'environnement. Je vais me déplacer pour aller dans un bureau à côté, et arrivé dans le bureau à côté, l'environnement est complètement différent, je n'ai plus les repères que j'avais ici, et je vais dire qu'est-ce que je suis venu chercher. Et le plus souvent, quand ça vous arrive, j'imagine que vous faites demi-tour, vous allez dans la salle où vous étiez, le stylo. En fait, l'environnement est constitué de tout un tas d'indices de récupération, sans qu'on en ait forcément conscience. Donc là, ça rejoint des études qui ont été menées, notamment chez des étudiants, où on montre que lorsqu'ils suivent des cours dans un amphithéâtre, et qu'ils ont un examen ensuite, ou bien dans le même amphithéâtre ou dans un amphithéâtre différent, eh bien les notes sont différentes. Les notes sont toujours meilleures quand l'examen a lieu dans l'amphithéâtre où le cours a lieu. Parce qu'il y a tout un tas d'indices de récupération qui sont pour la plupart inconscients. Et l'exemple que vous décrivez, c'est exactement la même chose. Simplifions un tout petit peu. Oui. Par rapport à la répétition là, que vous dites, dans le voix tout à l'heure. En fait, tous les lundis, ça, tous les mardis, ça, tous les jeudis, ça. Mais ça change tous les jours. Ça peut perturber effectivement, ou bien si c'est toutes les semaines pareil, ça peut aller. Alors ma réponse va être assez simple. Est-ce que c'est possible de reformuler la question, s'il vous plaît? On n'a pas entendu la question. D'accord. Alors oui, la question que pose madame, c'est est-ce que en proposant des choses différentes chaque jour, ça ne va pas à l'encontre de la fabrication de ces repères, si je résume un petit peu. Donc ma réponse en fait va être très simple. S'il n'y a pas de conséquences négatives sur la personne, c'est qu'a priori c'est plutôt positif. Une personne à qui on propose des activités, quelles qu'elles soient, qui ne lui conviendraient pas, on observerait rapidement des conséquences, et des conséquences plutôt négatives. Alors pareil, si je simplifie, il y a deux types de conséquences. C'est plutôt sur le versant de la dépressivité ou bien sur le versant de l'agressivité, en étant le plus schématique possible. Donc si on n'observe pas ces deux types de conséquences, c'est qu'a priori, de proposer des activités ou des contextes très différents d'une journée à l'autre, ne semble pas être forcément perturbant. En fait, parce que moi, je lui fais un agenda, en fait, si vous voulez, visuel, de façon à ce qu'elle voit qu'effectivement, le matin, quand elle se lève, qu'aujourd'hui, il y aura telle personne. Mais
du fait que la maladie progresse, on est obligé d'inclure de nouvelles choses. Et c'est là, en fait, que je trouve... C'est pour ça qu'on ne sait plus quoi faire à la fin. D'accord. Donc, madame pose la question de l'introduction de nouvelles choses à faire. Ça peut être peut-être de nouvelles activités ou de nouveaux intervenants. Alors, effectivement, on ne va pas pouvoir éviter toutes les difficultés. Par contre, ce qu'on peut faire, et si vous évoquez, on va dire, des intervenants multiples, c'est faire en sorte que tous les intervenants aient à peu près, je dis bien à peu près, la même approche, la même attitude. Et lorsqu'ils vont communiquer avec la personne, qu'ils communiquent à peu près, je dis bien à peu près, de la même façon. Si c'est fait en équipe, s'il y a une concertation dans l'équipe et que tout le monde arrive à peu près, je dis bien, à faire à peu près la même chose, a priori, il peut y avoir une forme d'apprentissage. Alors, pour vous donner un exemple, lorsque la maladie évolue, donc j'ai évoqué rapidement tout à l'heure, des personnes peuvent avoir des difficultés à s'habiller ou à faire leur toilette. Des études ont montré que si tous les jours les gestes étaient faits exactement dans le même ordre et de la même façon, et quels que soient les intervenants, eh bien la personne pouvait apprendre un minimum à faire sa toilette. Alors, je vais donner l'exemple très simple. Si par exemple on commence à solliciter la personne en lui prenant le bras droit, tous les jours, il faudra commencer en prenant le bras droit de la personne. Si dans l'équipe, quelqu'un le matin commence en prenant le bras gauche, eh bien peut-être que l'apprentissage ne sera pas possible. Donc c'est pas tant la différence entre les intervenants qui va compter, on est tous différents bien entendu, mais c'est plutôt l'attitude globale qu'on va avoir vis-à-vis de la personne. C'est plutôt ça qui compte. C'est là que pour les dents, c'est plus difficile parce qu'il faut bien un lien de concertation d'équipe, parce que quand il y a plusieurs personnes qui interviennent... Oui. Alors, à ma connaissance, c'est peut-être la plus grande difficulté. Donc, cette concertation dans l'équipe, essayer de faire à peu près de la même façon. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Il faut surtout pouvoir communiquer. Pareil, si je simplifie un petit peu, dire ce qui peut être aidant pour la personne, ou pourquoi pas pour les aidants, donc c'est-à-dire les techniques de communication qui fonctionnent, et bien identifier aussi ce qui n'aide pas, ce qui ne favorise pas le bien-être de la personne. Et une fois qu'on a identifié ça, c'est surtout ne pas le reproduire. Et il faut vraiment pouvoir communiquer, transmettre l'information. Alors, pardon, je crois que madame voulait intervenir depuis un moment. Vous parlez d'émotions positives, oui. Mais chaque personne ne reçoit pas les mêmes émotions et ne les vit pas de la même façon. Oui. Donc, et d'autre part, je pense que par rapport à ce que vous avez dit, cela demande quand même une bonne connaissance presque intime de la personne que l'on aide. Je ne sais pas, je pense que ça fait partie des choses qui me viennent à l'esprit. Alors oui et non. Oui, dans la mesure où plus on connaît la personne, plus ça sera peut-être simple ou facile d'identifier ce qui peut lui faire plaisir, et non, dans la mesure où c'est une personne qui est en train de changer. Et peut-être que ce n'est plus exactement la même personne qui est face à moi aujourd'hui, comparativement à ce que je savais d'elle il y a quelques années. En fait, le meilleur repère, c'est vraiment le comportement de la personne. Est-ce que la personne semble plutôt épanouie, heureuse, somptueuse? Est-ce qu'elle sourit? Est-ce qu'elle communique facilement? Est-ce qu'elle va vers vous? Est-ce qu'elle essaie de communiquer avec vous? Ou est-ce qu'au contraire, elle est repliée sur elle, elle refuse de communiquer, ou pourquoi pas, elle est plutôt agitée ou agressive? Et quand je parle d'émotions positives, c'est plutôt ça, pouvoir identifier les comportements qui vont nous faire dire que là, quand elle est comme ça, c'est qu'elle est plutôt bien. Ou quand elle est comme ça, c'est que ça ne lui convient pas. Après, oui, je suis complètement d'accord avec vous. Nous allons tous peut-être réagir différemment face à certaines situations. Et la difficulté, du coup, c'est plutôt pour l'accompagnant, qu'il soit aidant ou accompagnant professionnel, c'est donner tout le crédit au comportement de la personne. Je vais reformuler un peu différemment. Parfois, on fait des choses pour le bien de la personne, en pensant que c'est pour son bien. Et bien c'est peut-être pas ça du tout. Et si on voit justement que les comportements ou les réactions montrent une certaine détresse, c'est que ce qu'on était en train de faire, c'était pas si bien que ça. Donc il faut très vite se remettre en question.
J'ai vécu ça. J'ai vécu sur un livre d'école et j'ai réalisé après que j'ai mal réagi. En fait, elle n'avait pas bien utilisé son... C'est ma mère, en fait. Elle n'avait pas bien utilisé son micro-ondes. Elle avait mis du beurre avec la chauffée, notamment. Et j'ai nettoyé devant elle. Et après coup, j'ai vu... Et vous parlez de détresse. C'était la détresse que j'ai vue sur son visage. C'était trop tard, j'ai pas pu récupérer. Et là, bon, je peux pas faire ça. Enfin, moi, j'ai compris qu'il fallait pas faire ça. De la même façon que le mot aide, nous, enfants, je pense qu'il faut vraiment le sortir de notre vocabulaire. Et ça, c'est très positif. Mais je pense que c'est plus positif pour elle, effectivement, de retirer ce mot-là, parce que c'est la maman. Et que c'est pas l'enfant qui aide la maman. Et je déborde un tout petit peu par rapport justement à des aidants professionnels et des aidants affectifs. Alors, moi, j'avais des enfants, et on leur prend très très mal notre aide, entre guillemets. Donc, effectivement, il faut vraiment qu'on apprenne. On a fait des progrès, là, depuis 2 ans, on progresse. et c'est vrai que j'en fais encore des excès. Une détresse, c'est vraiment... Oui. Alors je vais essayer peut-être de reformuler un petit peu pour généraliser encore plus. Et ce que vous dites est tout à fait pertinent. Alors les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer vont effectivement avoir des difficultés, on le voit, des troubles de la mémoire, peut-être d'autres types de difficultés. Mais d'un autre côté, ce sont des personnes qui sont encore capables de faire des choses, de comprendre des choses, de penser et de dire. Améliorer l'accompagnement, si possible, ça serait préserver au maximum l'autonomie de la personne. Alors l'autonomie en termes de la capacité que la personne a à faire des choix et si possible décider par elle-même. Donc si je raccroche un petit peu les wagons, alors oui, peut-être que je peux aider la personne. J'imagine que là tout de suite maintenant c'est sans doute ce que j'ai à faire, car pour moi c'est bien de faire ça. Peut-être que le premier réflexe à avoir, c'est demander à la personne si je peux l'aider, si elle a besoin d'aide. Alors comme vous dites, ce mot aide il est peut-être un peu à éviter, mais d'un autre côté, si on montre bien que la personne peut accepter ou refuser l'aide, a priori, on réduit un petit peu ce risque d'opposition. La personne peut effectivement décider qu'elle n'a pas besoin d'aide. Alors, on va voir avec les troubles du comportement que ça peut poser parfois certaines difficultés et il y a certaines limites justement à ne pas dépasser. Mais tant qu'on est un peu dans les limites, oui, on peut accepter et il faut accepter les difficultés de la personne. Partir, ça me danger. Oui, ça fait partie de la limite. Alors oui, la notion de danger, c'est justement la limite majeure. Essayez de ne pas intervenir tant que je ne vous ai pas passé le micro, parce que je viens ils n'entendent rien du tout. Oui, je disais que justement, on sollicite et en fait on essaye de se mettre à égalité pour et à la fois respecter son envie et ne pas aller au-delà, et enfin, d'essayer d'être sécurisant en fait un peu. Mais parfois, en fait, on a l'impression que, en l'occurrence ma maman, elle me dit au téléphone, je suis au bord de la mer, je vais aller me baigner. Et il y a une rivière, son bateau. Donc, je veux dire par là qu'il y a des dangers. Et ces dangers-là, ils arrivent tout seuls, sans qu'on... Elle avait l'air très calme, très bien. Elle n'a pas fait, évidemment. Mais bon, j'ai pris la voiture et je suis bien là, quoi. Alors volontairement, je ne vais pas forcément répondre à votre remarque, puisque je vais en parler quand je vais aborder les troubles du comportement. Effectivement, ça fait partie des difficultés qu'on va rencontrer. Alors, je crois que madame, vous vouliez poser une question, puis ça sera peut-être la dernière pour les troubles de la mémoire, puis vous pourrez bien sûr reposer des questions sur les troubles de la mémoire ensuite. Oui. Je voulais savoir si ces remarques sur le comportement dans le cas des mémoires, on peut associer une maladie apparentée telle que l'apport de nuit.
Oui, tout Est-ce à qu'il y a fait. une particularité ou est-ce qu'on peut dire que la maladie à court de vie est une maladie avancée? En fait, tout ce que je viens de décrire là concernant les troubles de la mémoire sont des troubles de la mémoire généraux. Alors j'ai essayé de spécifier un petit peu par rapport à la maladie d'Alzheimer, mais dans la démence à corps de Levy, on va retrouver à peu près le même profil. Mais on peut aussi observer des caractéristiques assez proches dans d'autres pathologies. Et notamment pour l'oubli à mesure, qui est typique de la maladie d'Alzheimer, on va le retrouver dans ce qu'on appelle le syndrome de Korsakoff. Même s'il n'y aura pas d'autres types de troubles de la mémoire dans ce syndrome, en tout cas pas les mêmes que dans la maladie d'Alzheimer, mais on va bel et bien trouver ce trouble spécifique de la mémoire de travail. Donc oui, en fonction de la pathologie, on va retrouver certains de ces troubles. Et dans la démence à corps de Levy, puisque c'est une démence apparentée à la maladie d'Alzheimer, le tableau clinique sera assez proche. Alors, je vais vous proposer d'aborder des troubles du comportement et bien sûr, j'essaierai de faire des liens avec les troubles de la mémoire. Alors, ce que je vais décrire avec vous, ça porte un nom très spécifique selon la Haute Autorité de Santé. C'est ce qu'on appelle les symptômes psychologiques et comportementaux au cours des démences, donc SPCD. Alors, pour faire simple, j'ai appelé ça trouble du comportement, mais le nom, on le voit, il est un peu plus technique dans la réalité. Alors, quelles sont les caractéristiques de ces troubles, de ces troubles du comportement? Alors là, je vais faire un lien d'ailleurs avec ce que vient d'évoquer Madame. On dit qu'ils sont fréquents au cours de la maladie d'Alzheimer, mais aussi d'autres types de démence. Donc, je vais les décrire dans un instant. Et certains de ces troubles sont effectivement typiques de la maladie d'Alzheimer, mais aussi d'autres troubles démentiels. Alors, ils sont souvent fluctuants en intensité, ils peuvent être épisodiques, donc on peut observer un trouble du comportement, on va dire très fort lundi et beaucoup moins le mardi, sans par exemple pouvoir l'expliquer forcément, et on peut observer effectivement des fluctuations parfois très très nettes. Alors ils sont interdépendants et souvent associés avec les troubles cognitifs. Alors si je reformule ça de façon extrêmement simple, c'est qu'il y a toujours un lien entre le trouble du comportement et un trouble cognitif. Ça peut être un trouble de l'orientation, un trouble de la mémoire, de l'attention, de la concentration, etc. etc. Je donnerai des exemples quand je décrirai un certain trouble du comportement. Alors les conséquences peuvent être bien sûr importantes, voire très importantes, pourquoi pas même invalidantes, pour la personne, pour l'entourage et pour la prise en charge de la personne qui présente ces troubles. Alors là, ça rejoint la remarque à laquelle je n'ai pas forcément répondu. Certains troubles du comportement engendrent des risques, des dangers, et là, il faut bien entendu agir. On ne peut pas communiquer de la même façon avec une personne qui ne se met pas en danger comparativement avec une personne qui peut se mettre en danger. Une limite va être dépassée. Et les personnes qui présentent des troubles du comportement vont avoir d'énormes difficultés à s'adapter à leur environnement. Alors j'y reviendrai, mais très souvent les troubles du comportement sont majorés par un environnement qui ne permet pas à la personne de s'épanouir et d'être bien. Alors on verra qu'il y a une priorité, je vais le dire tout de suite parce que c'est vraiment important, mais je le redirai. La priorité, c'est plutôt d'aménager l'environnement, plutôt que d'essayer d'agir sur la personne, car plus on essaie d'agir sur la personne, plus on risque d'augmenter les troubles du comportement. Mais je vais y revenir. Alors voici les définitions de ces troubles selon la Haute Autorité de Santé, qui est véritablement un repère pour les professionnels, qui définit les pathologies, qui définit également les conduites à venir et qui a défini ici les troubles du comportement. Alors l'opposition, c'est un trouble du comportement défini par la Haute Autorité de Santé. Donc ça correspond au refus. La personne va refuser, par exemple, le soin, va refuser de s'alimenter,
va refuser de respecter donc, des règles sociales, va refuser de coopérer, bref, elle va manifester une opposition. Alors comme on l'a vu tout à l'heure, ça peut être une fois de temps en temps, ça peut être tous les jours, ça peut être plusieurs fois par jour. Alors, quelle est la conduite à tenir face à l'opposition? Lorsqu'une personne est dans l'opposition, quand on le peut bien entendu, c'est d'éviter nous-mêmes de répondre avec une opposition. Plus on va s'opposer à la personne et plus la personne sera opposante elle-même. L'idéal, je dis bien l'idéal quand on le peut, c'est plutôt de trouver des compromis. Alors pour avoir travaillé en EHPAD, nous étions très souvent confrontés au refus de la toilette. Un exemple de compromis, c'était, eh bien ok, la personne n'aura pas sa toilette aujourd'hui, peut-être pas demain non plus, mais en équipe pluridisciplinaire, donc avec bien sûr l'avis du médecin, on va définir quelle sera la limite. Et peut-être que la limite, c'est au bout de 3 jours, même si la personne est dans l'opposition, et peut-être qu'on va faire la toilette quand même. Donc ça ne sera pas un moment très agréable, mais au moins, pendant 2 jours, on laisse la personne tranquille. Donc si je résume, pareil au maximum. Alors que si on force, entre guillemets, tous les jours, alors là, ça va devenir catastrophique. Donc on voit que face au comportement d'opposition, il faut assouplir un petit peu nos demandes et voir si on peut trouver des formes de compromis. Autre trouble du comportement, l'agitation. Alors l'agitation qui va être une forme d'activité verbale, vocale ou motrice plutôt inappropriée, c'est-à-dire que la personne va être agitée sans qu'il y ait forcément un but derrière. Donc une personne un peu, pourquoi pas commencer à faire du bruit, en tapant comme ça avec ses mains tout le temps, pourquoi pas répéter toujours les mêmes choses, pourquoi pas se lever, aller vers la fenêtre, revenir s'asseoir et faire ça incessamment pendant 5 minutes, 10 minutes, etc. Donc j'en passe bien sûr et des meilleurs, mais ce sont des exemples d'agitation. Alors l'agitation, de façon assez simple, c'est un petit peu ce qu'on voyait tout à l'heure. Si elle ne pose pas trop de problèmes, si elle n'est pas dangereuse, autant laisser la personne faire. Sinon, eh bien, on risque encore une fois d'augmenter son agitation, voire même de déclencher de l'agressivité. Alors, pour faire le lien avec ce que j'évoquais, de modifier l'environnement, j'ai pu travailler auprès de certaines personnes qui, par exemple, frappaient sur la table, comme ça, quasiment toute la journée. Alors, au bout d'un moment, quand c'est en institution, oui, très vite, ça énerve tout le monde. Les autres résidents, les soignants, bref, tout le monde. Alors, si on essaie d'agir sur la personne, on court à l'échec, car la personne, je fais simple, mais c'est plus fort qu'elle, elle ne le fait pas exprès. Ça va être un geste réflexe. Donc les meilleures solutions, c'est modifier l'environnement. On a tout simplement placé une sorte de tapis mousse sur la table, et quand elle tapait, ça ne faisait plus de bruit. Le comportement de la personne était préservé, mais on a éliminé tous les risques associés à ce trouble. Alors, bien sûr, il y aurait tout un tas d'autres exemples, mais le principe, on le voit, quand on le peut, c'est tout miser sur comment peut-on modifier l'environnement. Et tout le monde, finalement, sort plutôt satisfait de cette situation. Alors c'est possible aussi pour les enfants. Alors après, il y a autre chose. Pour les enfants, il y a aussi des principes éducatifs. Alors c'est intéressant justement que vous fassiez la remarque. Auprès d'une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, il n'y a plus du tout cet aspect éducatif à avoir. La personne présente des comportements qu'elle ne peut plus contrôler et on ne sera pas là pour essayer de la contrôler nous-mêmes. Alors avec un enfant, ça peut être très différent. Alors on peut procéder comme ça avec un enfant, mais a priori, pour des principes éducatifs, ça serait bien qu'il intègre certaines règles sociales. Et après, bien entendu, il y a tout un tas de façons de procéder pour qu'ils puissent les intégrer. Bien sûr, je ne parle pas de troubles spécifiques que pourrait avoir l'enfant. Mais face à la maladie d'Alzheimer, c'est vraiment cette idée de se dire, la personne ne peut plus contrôler ça, elle ne le fait pas exprès, on n'est pas là pour l'éduquer. La question, c'est plutôt comment faire en sorte de réduire les risques associés au trouble, mais pas forcément d'éliminer le trouble. Alors, je vais y revenir avec d'autres exemples.
Alors l'agressivité est un autre trouble du comportement. Donc l'agressivité qui peut bien sûr être verbale, elle peut être physique. La personne peut s'en prendre à elle-même, elle peut s'en prendre à autrui, elle peut s'en prendre aux objets, donc à l'environnement. Et cette agressivité peut être une conséquence de l'agitation. Comme parfois ça peut être la conséquence d'autre chose que de l'agitation. Alors lorsqu'on est confronté à une personne agressive, l'idée, ça serait de pouvoir identifier, si possible, des signes avant-coureurs. Qu'est-ce qui s'est passé avant que la personne ne devienne agressive? Si on arrive à faire ça, alors peut-être qu'on arrivera un minimum à prévenir l'agressivité. Alors, encore une fois, ça c'est la théorie, dans la vraie vie c'est beaucoup plus compliqué, mais la logique reste à peu près la même. L'agressivité peut s'expliquer par tout un tas de facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui déclenchent l'agressivité. Il faut pouvoir identifier quels sont ces facteurs. Et une fois qu'on a pu le faire, eh bien, on va éviter de confronter la personne à ce qui a déclenché son agressivité. Alors, pour donner un autre exemple de ce qu'on peut vivre en EHPAD, mais on le vit aussi à domicile, puisque j'interviens dans des SIAD, par exemple, lorsqu'on s'approche trop vite, trop près d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, cette personne peut devenir agressive. Alors pour des raisons qu'on a vues un petit peu tout à l'heure, la personne n'a peut-être plus la capacité de comprendre qu'on vient pour faire sa toilette, et quand quelqu'un s'approche très vite de vous, par exemple dans la rue, j'imagine que ça vous fait peur. Parce que vous vous dites, tiens, dans la rue, quelqu'un qui s'approche vite comme ça, c'est peut-être qu'il veut me voler mon sac, etc. Eh bien, une personne à qui on dit bonjour, je viens pour la toilette et je m'approche très vite de la personne, avec les troubles de mémoire de travail qu'elle présente, elle n'a peut-être pas intégré toutes les infos. Tout ce qu'elle retient, c'est tiens, il y a quelqu'un qui vient vers moi, il m'agresse. Et donc, ça déclenche rapidement de l'agressivité. Des études ont montré que entrer trop vite dans la sphère intime d'une personne atteinte de maladie d'Alzheimer était un des premiers facteurs déclenchant l'agressivité chez ces personnes. Alors il y en a d'autres, bien sûr. Donc une fois qu'on sait ça, eh bien on va essayer par exemple de s'approcher progressivement et surtout s'approcher davantage une fois qu'on est sûr que la personne a compris qu'on allait s'approcher et pourquoi pas même la toucher. Mais tant qu'on n'est pas sûr que la personne a compris ça, eh bien, il vaut mieux rester un petit peu à distance. Pour donner un petit exemple. Alors, un autre trouble du comportement, c'est ce qu'on appelle les comportements de déambulation, alors qui sont aussi de l'agitation, finalement. Donc, on dit qu'il peut s'agir de vérification, la personne va poursuivre quelque chose de façon incessante, plus souvent, on ne sait pas très bien quoi. L'activité peut être répétitive, pas véritablement de but apparent, et les déambulations peuvent bien sûr être nocturnes. Alors là, c'est pareil, c'est toujours la même logique. Face à une personne qui déambule, le mieux, c'est de la laisser déambuler. Ce qu'on va plutôt essayer de faire, c'est de réduire les risques associés à la déambulation. Et les risques associés à la déambulation, bien entendu, ce sont les chutes. Donc on va essayer de modifier l'environnement pour réduire le risque de chute. La déambulation est ce qu'on appelle la dernière activité auto-initiée de la personne. Ça veut dire que c'est quasiment une des dernières choses que la personne fait toute seule, spontanément. Donc c'est très important de la laisser faire. Mais puisque ça peut comporter des risques, on va essayer de limiter les risques. Donc on voit que la logique c'est toujours la même. Oui, il y a des troubles du comportement. Est-ce qu'il faut les réduire? Pas forcément. Il faut plutôt réduire les risques associés aux troubles du comportement. Si je donne l'exemple à l'envers, et vous allez voir c'est très net, si quelqu'un se met à déambuler et que je récupère la personne pour lui dire non, il faut que tu restes ici, tu risques de tomber, etc., et bien là, je risque largement de déclencher chez cette personne de l'agitation et de l'agressivité. Or, ce n'est pas une fatalité, peut-être que la personne me suivra gentiment, mais quand il y a des risques, mieux vaut les éviter. Surtout si, par exemple, j'ai déjà fait ça et que j'ai pu observer que la personne, ça la rendait agressive. Donc là, surtout ne jamais recommencer. Elle va devenir encore plus agressive. Donc pour la déambulation, on le voit, et c'est quasiment presque la même chose pour tous les exemples, il faut réduire les risques.
Autre trouble, la désinhibition. Alors celui-ci pose énormément de difficultés. La désinhibition qui correspond vraiment à l'incapacité qu'a la personne de contrôler certains besoins, certains désirs, certains réflexes. Elle n'arrive plus du tout à maîtriser ses propos, ses actions, ses comportements. Elle évolue un petit peu en roue libre. Alors du coup, les comportements sont plutôt inappropriés par rapport aux normes sociales. Alors ça peut aller de la distraction, la personne va faire du coq à l'âne quand on va converser avec elle. Instabilité aussi des émotions. La personne peut être très heureuse et puis quelques secondes après, elle devient très colérique. Quelques secondes après, elle est fatiguée. Quelques secondes après, elle est triste, etc., etc. Et ce qui va poser donc beaucoup de difficultés sont les attitudes sexuelles incongrues, des comportements envahissants. Alors, encore une fois, très difficile de pouvoir accompagner une personne présentant ces troubles de l'inhibition. Donc l'inhibition qui est vraiment la faculté que nous avons de contrôler. Et ici, la question qu'il faudra se poser, en fait, il y en a deux. Et là, ça rejoint ce que disait Madame, c'est est-ce que le comportement de la personne représente une menace ou un danger pour elle ou pour autrui? Si la réponse est oui, peut-être qu'il faut agir, et là peut-être de façon un peu plus ferme, mais si la réponse est non, on laisse faire. Et la deuxième question, c'est est-ce que le comportement de la personne engendre vraiment des complications importantes pour la gestion de l'environnement, pour l'organisation, alors soit de la structure, soit de la maison, etc. Je prends un exemple d'une personne qui, par exemple, mettrait à sac toutes les pièces de la maison. Alors c'est peut-être pas forcément dangereux, même si ça peut l'être, on imagine que c'est pas dangereux. Par contre, s'il faut repasser derrière elle toutes les 5 minutes pour tout remettre en ordre, là oui, ça devient extrêmement perturbant. Donc oui, il faudrait trouver un moyen pour réduire encore une fois le risque associé à ça. Alors, toujours la même chose, ce n'est pas simple, donc la logique effectivement est simple, on la comprend facilement en théorie. Dans la vraie vie, c'est un peu plus compliqué, mais en poussant un petit peu, on peut trouver des pistes intéressantes. Alors, autre trouble du comportement, les cris ou les comportements vocaux inadaptés, qui, selon certaines classifications, appartiennent d'ailleurs à l'agressivité, hurlements, plaintes vocales, demandes répétitives, etc. Donc c'est quelque chose qui va poser d'énormes difficultés aussi aux aidants, aux accompagnants, aux autres résidents si c'est en institution, ou pourquoi pas aussi en accueil de jour, bien entendu. L'environnement va très mal vivre ces cris ou ces comportements vocaux. Les cris, c'est quelque chose d'extrêmement stressant. Alors là, il n'y a pas vraiment de solution non plus. Ce qu'il faut essayer de faire, quand on le peut, c'est identifier la cause des cris. Les cris peuvent avoir différentes causes. Ça peut être une douleur qui provoque les cris. Ça peut être aussi des formes d'ennui, et la personne en fait peut s'occuper en criant, en parlant tout le temps, etc. Ça peut être aussi une recherche d'attention. Bref, il faut essayer d'identifier les moments où la personne crie le plus. Donc il y a sans doute des facteurs explicatifs, mais aussi les moments où la personne crie le moins. Et il y a peut-être aussi des moments dans la journée qui sont plus propices à un apaisement. Et il faut pouvoir les identifier pour les reproduire. Alors on voit bien que tout ça, c'est un travail d'observation énorme qui peut être fastidieux, mais les enjeux sont bien là. Face à une personne qui souffre de troubles du comportement, en fait, c'est vraiment à l'entourage de se poser les questions. Et enfin, les deux derniers, qu'on appelle aussi les troubles psychotiques, il y a les idées délirantes et les hallucinations, donc je vais faire vite. Dans les idées délirantes, la personne est persuadée de quelque chose, donc c'est une déformation de ce qui lui arrive. Les thèmes les plus fréquents, c'est le vol. On me vole mes affaires, on me vole mes objets, j'avais ça, ça a disparu. Alors là, on peut faire un lien aussi direct avec le trouble de la mémoire. La personne a placé probablement des affaires quelque part, elle ne se souvient plus où elle les a placées, et donc, selon sa logique, s'ils ne sont pas là, c'est qu'on les lui a volés.
Autre thème fréquent, le préjudice. On me veut du mal, on m'en veut personnellement, tel membre de la famille ou tel soignant, il m'en veut, il veut me faire du mal, etc. C'est un thème en fait qui est assez fréquent aussi dans la maladie d'Alzheimer, ce thème de préjudice. Et enfin, des thèmes d'abandon, de jalousie, la personne qui peut se sentir persécutée. Alors face à une personne qui se sent persécutée, en fait on a très peu d'actions à avoir. On peut lui montrer que on ne lui veut pas de mal, on peut essayer de lui expliquer, mais si elle est très délirante, elle ne le comprendra pas, en tout cas ne l'acceptera pas. Donc il faudra, c'est difficile pour l'aidant, accepter cette idée délirante. En fait, on ne peut pas lutter contre. Ce qu'on peut retenir, et c'est vrai aussi pour les hallucinations, c'est que la personne est persuadée que c'est la réalité. Donc plus on essaiera de notre côté de la persuader que ce qu'elle dit c'est faux et que c'est nous qui avons raison, eh bien on est vraiment dans l'opposition. Donc c'est très difficile pour l'aidant à accepter, mais il faut pouvoir l'accepter. Alors, quels sont quelques facteurs à considérer dans la prévention des troubles du comportement? Alors, il y en a 3, essentiellement. Donc, les facteurs individuels, les facteurs environnementaux et les facteurs interactionnels. Alors, dans les facteurs individuels, les besoins de base. Boire, manger, dormir, éliminer. Si une personne présente une altération de l'un de ces besoins, on peut observer rapidement l'émergence d'un trouble du comportement. Alors, si je simplifie au maximum, quand nous sommes confrontés à une personne qui souffre d'un trouble du comportement, une des premières questions, ça serait est-ce que la personne n'est pas déshydratée, est-ce qu'elle a pu boire, est-ce qu'elle peut manger à sa faim, présente-t-elle des troubles du sommeil, est-ce qu'elle élimine bien? Donc, si je simplifie bien sûr au maximum. Mais il y a bien sûr d'autres facteurs à considérer. Le confort, plutôt l'inconfort, douleur, position, les vêtements que la personne porte, peut-être les chaussures qu'elle porte qui ne sont plus adaptées, des choses auxquelles peut-être on ne pense pas forcément, mais c'est très important de se poser cette question de l'inconfort. Plus la personne vit un inconfort et plus elle est à risque de développer des troubles du comportement. Le respect du rythme, ou plutôt à l'envers, le non-respect du rythme, va être aussi quelque chose de très important. La personne peut devenir ralentie, ou au contraire, son rythme va s'accélérer un petit peu. Et quand dans son environnement, il n'y a pas de respect de son rythme, eh bien, elle est plus à risque aussi de développer des troubles. Le respect, bien sûr, de la personne. Donc là, ça rejoint la remarque de madame tout à l'heure, quand vous vouliez aider votre mère et qu'elle a plutôt pris ça comme quelque chose de dégradant, si je reformule un petit peu, elle ne s'est peut-être pas sentie respectée, alors que ça partait bien sûr d'une bonne intention. Eh bien, lorsque la personne ne se sent pas respectée, lorsqu'elle a le sentiment qu'on ne respecte pas son autonomie, elle est effectivement plus à risque de développer des troubles du comportement. Alors bien entendu, la maladie d'Alzheimer va s'observer sur des personnes avec des types de personnalités très différents et certaines personnes d'ailleurs, dans toute leur vie, présentent plus ou moins certains troubles du comportement. La maladie d'Alzheimer va probablement les majorer. Et enfin, donc, le niveau occupationnel, comme je le disais tout à l'heure, une personne qui s'ennuie est une personne qui est plus à risque de développer des troubles. Alors, dans les facteurs environnementaux, donc là, il y aura peut-être l'inverse, la surstimulation. Plus la personne est stimulée, plus elle présente un risque. Donc, on voit qu'il faut bien équilibrer entre respecter le rythme de la personne, mais la stimuler aussi. Et l'équilibre est parfois très difficile à identifier. Alors, quelque chose sur laquelle j'insiste très très fréquemment, c'est tout ce qui concerne l'ambiance. Les bruits, la luminosité, la température. Les personnes atteintes de maladie d'Alzheimer ont un seuil de résistance au stress abaissé. Donc les bruits, une lumière trop vive, ou peut-être pas assez forte, ou une température trop élevée ou pas assez, vont engendrer du stress chez ces personnes qui risquent encore une fois de développer des troubles du comportement plus ou moins sévères.
Et j'insiste plus particulièrement sur le bruit, car dans notre vie de tous les jours, on est toujours entouré de bruit, on ne se rend pas toujours forcément compte, mais une personne atteinte de maladie d'Alzheimer est très sensible au bruit. Donc une des priorités, souvent, quand on essaye de réduire des troubles du comportement, c'est de réduire les bruits de l'environnement. Alors à l'inverse, donc la sous-stimulation, ça peut rejoindre bien sûr l'ennui, donc une personne qui serait isolée ou qui manquerait de contact. Et enfin, donc les facteurs interactionnels, donc ça serait des stresseurs qu'on dit internes ou bien des stresseurs externes. Alors je vais reformuler ça de façon un peu moins technique. Quand la personne est mise en échec face à quelqu'un, eh bien, elle est plus à risque de développer des troubles du comportement. Donc une des priorités face à une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, c'est, si possible, ne jamais la mettre en échec. Et si on sait, par exemple, qu'elle a des difficultés à se souvenir de certaines choses, eh bien, on ne va pas lui demander ces choses-là. Car plus on insistera, plus on la mettra en échec, et plus elle risque. Alors pareil, hein, si je simplifie au maximum, ou bien de développer des formes de dépressivité, ou bien d'agressivité. Alors, comme on l'a vu tout à l'heure, on va donner à la personne l'occasion de faire des choix, de prendre des décisions, et même si ce sont des petits choix ou des petites décisions. C'est très important pour l'équilibre psychologique de quiconque de pouvoir se sentir un minimum autonome dans sa vie de tous les jours. Et de pouvoir se dire, ben voilà, là aujourd'hui, je fais ça. C'est moi qui ai décidé, c'est moi qui choisis parce que ça me correspond à moi. Donc toujours aussi faire participer la personne quand, ne serait-ce que pour la toilette, hein, des collègues soignants viennent pour la toilette, ou quand on la fait participer à des activités, ou quand on discute avec elle, bref, dans toutes les interactions possibles et imaginables, toujours faire en sorte que la personne puisse décider par et pour elle-même. Et enfin, comme j'évoquais tout à l'heure, hein, le seuil de stress qui est très largement abaissé. Par exemple, ici, vous constatez, il fait plutôt chaud. En tout cas, je trouve moi qu'il fait chaud. Une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, probablement, aurait beaucoup de difficultés à rester tranquille. Déjà parce que c'est très long, cette conférence. Enfin, c'est pas long en soi, mais pour une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, ça serait déjà beaucoup trop long. Et dans des conditions où il fait trop chaud. Typiquement, la personne se lèverait et commencerait à déambuler. Alors en conclusion de ces troubles du comportement, alors ce que je vais vous dire va vous paraître naïf, mais c'est très important de le dire. Accompagner une personne souffrant de troubles du comportement, c'est très difficile. Alors c'est difficile parce que c'est usant, c'est épuisant, donc vraiment pour l'entourage, hein, pour les aidants. Et comme on l'a vu avec certaines de vos interventions, ça peut être aussi des situations à risque. Il peut y avoir des dangers derrière ces troubles du comportement. Donc oui, ça pose tout un tas de difficultés, mais aussi des questions éthiques. Comment accompagner au mieux une personne quand elle se met en danger en évitant de trop réduire sa liberté ? Et alors là, je vous dis, bien sûr, il n'y a pas de réponse toute faite. Mais c'est très compliqué de pouvoir répondre à ce type de questions. Et c'est tous les enjeux face aux personnes qui ont des difficultés à identifier les dangers. Le plus souvent, on va observer un épuisement chez l'aidant. Alors, comme nous l'avons vu, certains de ces troubles peuvent être extrêmement envahissants. Parfois, c'est du 24/24. Parfois, c'est la nuit, bien entendu. Parfois, il y a un non-respect de l'organisation de la maison en général. Et c'est quelque chose d'extrêmement usant et épuisant. Alors, bien sûr, quand on est usé, on peut manquer de patience. La personne va ressentir ça également, et j'ai envie de dire que la boucle est bouclée. Ça peut devenir explosif à domicile. Alors, je ne remets la faute sur personne, bien entendu, mais on a tous les ingrédients pour que ça devienne très difficile pour tous les acteurs du domicile. Si possible, ne jamais rester seul dans cette situation. Pouvoir en parler, alors en parler à d'autres membres de la famille quand c'est possible bien entendu, à des amis quand c'est possible également, pourquoi pas aussi aux professionnels qui interviennent, s'il y a des professionnels qui interviennent, et le médecin traitant
très souvent va être un des premiers interlocuteurs. Ne pas hésiter, bien sûr, à solliciter le médecin traitant pour faire part de nos observations, des changements chez la personne qui présente ces troubles du comportement. Pourquoi pas parler de facteurs explicatifs possibles, mais voilà, véritablement pouvoir en parler, ne pas rester seul. Et bien entendu, les associations, les réseaux sociaux peuvent apporter une aide ou un soutien. Alors c'est le cas ce soir, grâce à l'HAD et d'autres structures qui sont venues également ce soir, qui permettent de faire tout ce travail d'information, d'accompagnement, de soutien qui est vraiment nécessaire. Et peut-être un dernier mot qui va synthétiser, je dirais, l'ensemble de l'intervention. Nous l'avons vu, une personne atteinte de maladie d'Alzheimer a d'énormes difficultés pour s'adapter à son environnement. Et la question peut se résumer de façon très simple. Entre cette personne et nous, qui a le plus de capacité d'adaptation, c'est nous. C'est donc à nous de pouvoir nous adapter. Et plus je vais attendre de la personne qu'elle s'adapte à moi ou à mon environnement, plus je la mets en échec, mais plus finalement je me mets en échec. Alors je ne dis pas que c'est simple de pouvoir s'adapter au quotidien, c'est parfois très compliqué, mais c'est l'accompagnement qui serait quand même le plus adapté. Alors j'en ai terminé avec cette présentation, j'espère aussi que ça a été à peu près clair, et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Oui, alors Madame donc, au premier rang, oui, le micro arrive, je crois. Le micro. Il est où le micro? Ah, moi je l'allume. Donc c'était pour qui? Pour madame. Parce qu'on est près du jeu. Oui, alors moi c'est par rapport aux hallucinations. Alors je suis à distance, je suis à 250 km et je téléphone pour tous les jours. Et quand elle a des hallucinations, alors là je suis complètement désappointée, surtout quand elle n'en démord pas. Et qu'est-ce qui se passe? En fait, elle regarde la télé dans une salle et elle s'éloigne et là elle a l'impression que les gens de la télé sont chez elle. Ils ont réservé la salle chez elle sans rien lui demander. Et toute l'après-midi, j'ai quand même essayé dans l'après-midi de voir si c'était un dimanche, et heureusement que j'entendais l'émission, donc je savais que c'était la crise. Donc je lui ai dit d'éteindre. Je lui ai dit de me passer les personnes pour voir si je pouvais discuter avec elles. Mais ce jour-là, c'était très très dur, j'étais sans ressources. Et qu'est-ce qu'on fait donc quand ils ont des hallucinations de ce type-là? Alors face aux hallucinations, pourquoi pas aux illusions, donc il y a une petite différence entre les deux, mais sans entrer dans les détails. Alors ce qu'on peut retenir déjà, c'est que la personne est persuadée de ce qu'elle vous dit. Pour elle, c'est la réalité. Un petit peu comme si je vous disais, madame, sur votre droite, il n'y a pas de table, alors que vous voyez qu'il y en a une. Et si j'insiste en disant, mais non, vous voyez bien qu'il n'y en a pas, vous risquez d'insister pour dire, si il y en a une, il y a même un appareil posé dessus. On voit qu'on ne peut pas s'entendre. En fait, face aux hallucinations ou aux illusions, il faut retenir qu'il y a quelque chose qui est vrai quand la personne vous parle de ce qu'elle voit, de ce qu'elle entend. Et ce qu'il y a de vrai, et c'est vrai pour tous les cas, c'est l'émotion qui accompagne le discours. Si, par exemple, votre mère évoque ces personnes qui sont venues chez elle, alors je vais prendre des hypothèses, peut-être que l'émotion qui accompagne ce discours, ça serait la peur, l'inquiétude, car elle ne comprend pas pourquoi des personnes sont venues s'introduire chez elle. Je pourrais prendre un autre exemple, peut-être qu'elle dit ça parce qu'elle est heureuse de voir des personnes à côté d'elle et que ça fait un bon accompagnement. En fait, en fonction de comment la personne présente son hallucination, il faut rebondir sur l'émotion, qui est obligatoirement vraie. Alors si je reprends votre exemple, et si votre mère dit oui, mais il y a des gens, je ne comprends pas ce qu'ils font là, ils sont arrivés sans invitation, etc., plutôt parler avec elle de ce qui lui fait peur dans la situation, comment elle pourrait se sentir mieux, comment elle pourrait être rassurée, sans forcément dire que oui, c'est vrai, il y a des gens, ou non, ce n'est pas possible, il n'y a pas de gens.
c'est pas facile, ça nécessite un petit entraînement, car c'est pas une façon, j'ai envie de dire, naturelle de communiquer, mais c'est une des façons les plus adaptées de communiquer avec une personne délirante, qui souffre d'hallucination. Lui montrer que nous comprenons son émotion. Et on va plutôt éviter d'entrer dans l'opposition du type oui, il y a des gens, non, il n'y a personne. Quand on commence à faire ça, c'est pareil, ça risque de déraper. Oui. Oui. Le problème que je rencontre le plus, j'ai bien compris qu'il faut pas mettre la personne en échec, en l'occurrence c'est maman. Elle me dit, bon, si je peux servir à quelque chose, alors bon, oui, bien sûr, je fais ça. Et après, au repas, elle me dit, tu aurais quand même pu me demander de préparer le melon, ça je sais faire. Je lui dis, c'est toi qui l'as fait. Non, ça je m'en souviendrai. Alors, je ne veux pas la mettre en échec, je lui dis, ah effectivement, mais à ce moment-là, je passe pour une méchante qui la laisse rien faire, ou je soutiens que si, c'est elle qui l'a fait parce que moi, j'étais occupée à faire autre chose. Qu'est-ce qu'il vaut mieux adopter comme attitude ? Alors, le mieux, ça serait plutôt de ne pas trop relever. Alors, même si, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est difficile à accepter, car vous savez que c'est pas comme ça que ça s'est passé, mais le mieux, ça serait de ne pas trop relever et de proposer peut-être une autre aide possible. Ah oui, donc tu pourrais préparer le melon. Tu me dis que tu ne l'as pas préparé, que c'est moi qui l'ai fait, ok, et puis je ne dis pas que c'est vrai que c'est faux, etc. Mais là, peut-être que tu pourrais faire autre chose. Qu'est-ce que tu auras envie de faire là tout de suite maintenant ? Quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Alors je dis bien qui ressemble à peu près à ça. L'idée générale, c'est, et c'est pas facile, ça serait justement de pouvoir éviter d'entrer trop dans l'opposition avec la personne, de se confronter à elle, en sachant quand même que pour vous c'est difficile à faire, car vous savez que vous êtes accusé à tort. Ça rejoint bien cette idée que c'est à l'entourage de s'adapter, même si c'est très difficile. Autre chose qui me semble important, lorsque la personne vous soutient mordicus des faits, quel qu'il soit, plutôt éviter vraiment de dire oui ou non. Et si possible, faire une petite diversion. Sinon, ça risque de coincer davantage. Et dans le cadre justement où cette personne, ma maman aussi, vous dit qu'elle n'habite pas là, dit qu'elle veut s'en aller. Et de toute façon, un jour, je prendrai ma valise et je m'irai. Parce qu'elle est persuadée que c'est pas chez elle, alors qu'elle a toujours habité là, sauf quand elle était jeune fille. Et elle veut retourner là-bas en fait. Et c'est pas pareil quand même. Et autre chose, d'agressivité envers son chat. Donc elle est quelquefois vraiment très très agressive vis-à-vis d'elle. Donc en fait on ne sait pas, est-ce qu'on doit lui laisser, est-ce qu'on ne doit pas lui laisser, est-ce que... C'est complexe quand même. Ce genre de situation, c'est, comme vous dites, oui, pour des petites choses, mais quand il s'agit de déplacement ou d'agressivité envers un animal, une personne va pouvoir se rebeller, mais un animal, je ne sais pas. Ça fait 20 ans qu'elle a son animal. Alors concernant son départ, quand il dit je veux partir, c'est pas ma place ici. Alors on pourrait faire le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure, probablement des souvenirs plus anciens, mieux préservés, qui lui font dire que c'est pas ici qu'elle habite, puisqu'elle se souvient mieux de ses habitations passées. Alors très difficile encore une fois de pouvoir accompagner la personne dans ce contexte. Ce que vous pouvez faire tout de même, c'est faire un petit tour de la maison, de l'appartement, et d'essayer de pointer des objets personnels en lui disant bah oui tiens ça est-ce que c'est à toi, etc., et lui demander ce qu'elle ressent par rapport à ça, si ça lui fait plaisir de voir ces objets ou non, et encore une fois plutôt mettre de côté l'idée que c'est chez elle ou pas chez elle, mais plutôt ah bah finalement avec ces objets personnels tu as l'air d'être bien ici, ça te fait sans doute plaisir d'être entouré de tes objets personnels, etc. Alors, ça va sans doute pas tout résoudre. Alors, je vais peut-être reformuler un petit peu. Lorsqu'on est confronté à des personnes qui souffrent de troubles du comportement, en fait, il y a plutôt des conduites à tenir. Alors, je vais m'exprimer de façon très schématique. Si ça marche, tant mieux.
Si ça ne marche pas, alors je ne vais pas dire tant pis, mais il faut pouvoir se dire aussi qu'on ne peut pas avoir réponse à tout, on n'a pas de solution à tout, et il faudra essayer de faire en sorte de réduire un minimum les risques, les complications. Mais on ne pourra pas tout réduire. Donc si en faisant le tour de l'environnement et en montrant des objets, elles sont peut-être s'apaiser autour d'un ou deux objets, ça peut être des vêtements ou autres, c'est déjà pas si mal que ça. Concernant le chat, si vous estimez qu'il est en danger, oui, peut-être discuter avec votre mère de savoir ce qu'elle fait avec ce chat. Quand vous la surprenez peut-être en train de le maltraiter, lui demander pourquoi, comment, etc. Et lui dire que peut-être que ça serait mieux pour elle que pour lui, soit que vous preniez le chat, soit le donner à quelqu'un, mais en tout cas l'extraire de cet environnement. Et voir comment elle réagit. Alors ça rejoint toujours cette idée de autonomie, laisser la personne décider. Quand vous faites des propositions, demandez toujours à la personne ce qu'elle en pense. Moi j'ai constaté ça, je trouve que le chat il est plus très bien ici, je pense qu'il serait mieux ailleurs. Qu'en penses-tu? Et vous voyez vraiment la réponse. Oui. Dans le cas d'être obligé d'avoir recours à des médicaments pour calmer une personne, par exemple, qui est très agressive, des effets secondaires du fait des médicaments qui rendent la personne, disons, elle n'a plus d'activité, une activité qui est plus humaine, si vous voulez, l'affaire de l'humanité. Quand elle est agressive, c'est une agression, mais quand on lui met des médicaments, en plus, le comportement obligé de ficeler la personne, de s'assangler, c'est difficile à gérer. Est-ce qu'il y a des progrès de ce côté-là? Alors, très difficile de pouvoir trouver la bonne molécule avec le bon dosage pour essayer de préserver un équilibre chez la personne entre ses excès d'agitation, d'agressivité et, comme vous le dites très bien, sa vie de tous les jours. Alors, les traitements médicamenteux, parfois, vont être la solution, mais c'est toujours la dernière solution envisagée. Il faut essayer toutes les autres alternatives. Or, c'est pas forcément moi qui dis ça, c'est la Haute Autorité de Santé. La Haute Autorité de Santé qui définit des critères pour ce qu'on appelle une contention réussie. Elle peut être cette contention, comme vous le dites, physique, avec des sangles ou autre, ou bien une contention chimique. Mais avant d'aller vers ces procédures, on va dire, extrêmes, il faut tout essayer au préalable. Et dans ce qu'on peut essayer, donc là il y a d'autres intervenants bien sûr qui vous en parleront bien mieux que moi, c'est tout ce qui concerne des activités qui peuvent avoir du sens pour la personne, des activités qui lui permettent de s'épanouir, de développer des émotions positives. Ça peut se faire avec tout un tas de médiateurs possibles. Ça peut être par l'art, ça peut être par l'image, par la musique, par tout un tas de choses, et voir s'il y a des conséquences positives ou non. Et si vraiment tout a été testé et que la personne est toujours agressive, sous-entendu se met en danger ou met en danger autrui, alors oui, peut-être que la contention reste la solution ultime. Mais ça devrait être vraiment la dernière solution envisagée. Alors là, ça rejoint ce qu'évoquait Madame. Quand on atteint la limite, en fait, la limite, c'est vraiment celle de mise en danger de la personne ou d'autrui. Quand on atteint cette limite, alors oui, il faut commencer à réfléchir un peu différemment. Mais, comme j'évoquais tout à l'heure, ça pose quand même des questions éthiques, c'est ce que vous soulignez. Est-ce que, pour préserver la sécurité de la personne, on va la faire vivre sous cloche? Est-ce que c'est encore une vie qui vaut d'être vécue quand on vit sous cloche? Si j'utilise cette expression. Ça peut faire débat, effectivement. Et on peut vraiment se poser la question. Alors là, c'est pareil, je ne dis pas qu'une réponse facile à apporter, c'est toujours du cas par cas. Oui. Je me permets de compléter un peu, surtout quand on n'a pas essayé des solutions beaucoup plus calmes, beaucoup plus... Oui. Alors oui, Madame insiste sur les alternatives, et oui, c'est très important de se poser la question, est-ce qu'on a vraiment tout essayé?
Alors pareil, hein, d'un point de vue un peu plus technique, c'est ce qu'on appelle les approches non médicamenteuses qui sont définies comme étant des priorités par la Haute Autorité de Santé. Et elles sont de plus en plus développées, hein, ces approches non médicamenteuses. Ce sera moi. Il y a un micro. Pardon, oui. Le micro est là. Moi, j'ai juste une question par rapport à la désinhibition, parce que j'ai travaillé en UCC et j'ai déjà eu le cas d'un patient qui essaye de m'embrasser, du coup, c'est un petit peu compliqué à gérer. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On reformule. Enfin, je lui explique que du coup, c'est pas possible. Enfin, je suis un peu perdue avec ça encore. Oui. Alors effectivement, alors peut-être UCC pour les personnes qui ne connaissent pas, sont les unités cognitivo-comportementales qui sont toujours rattachées à un hôpital, donc ce sont des structures un peu plus spécifiques. Alors effectivement, une personne qui va avoir des gestes déplacés vis-à-vis de vous, eh bien il faut tout simplement la recadrer. En fait, ça fait partie des règles sociales que la personne va enfreindre et ce n'est pas acceptable. Alors, après, chacun peut avoir ses propres limites, hein, bien sûr. Mais si vous estimez que votre limite est dépassée, il faut recadrer la personne. Alors, la recadrer, bien entendu, hein, c'est pas le faire le père fouettard. Comme vous l'avez très bien dit, ça serait plutôt de reformuler en disant, écoutez, vous avez essayé de m'embrasser, moi je travaille auprès de vous, j'estime que ce geste est déplacé. Donc, moi je vais prendre de la distance. Alors après, c'est avec vos mots, hein, bien sûr. Peut-être que la personne ne comprendra pas tout, mais bien penser à employer aussi toute la communication non verbale, c'est-à-dire vous reculez, peut-être mettre le bras comme ça, pour montrer que non, là il y a une limite qui a été dépassée. Et le réflexe bien sûr à avoir, c'est en parler en équipe et s'interroger sur tiens toi, quand il se passe ça, d'ailleurs est-ce que ça s'est déjà passé, et quand ça s'est passé, quelle a été ta réaction? Et c'est très important, comme on l'a vu tout à l'heure, d'accorder vos violons. Si vous n'acceptez pas, que le collègue accepte, etc., et bien peut-être que cette personne va systématiquement tenter. Alors, ça ne veut pas dire que si vous agissez toutes et tous dans le même sens, la personne ne tentera plus, mais au moins ça fait partie du repère stable et on peut espérer que la personne apprenne, enregistre que non, ça c'est pas autorisé. Mais il faut se positionner très clairement. Oui. Vous avez fait une conférence qui m'intéresse énormément, qui est très bien structurée, très bien cadrée. Est-ce qu'il existe un document qui rappelle? Parce que pour appliquer tout ça, on n'a pas forcément de recul suffisamment. Donc est-ce qu'on peut trouver un document qui nous aidera à revenir un peu sur le sujet, si vous voulez, si on a besoin de confirmer, au contraire, de s'apercevoir qu'on était dans le déni ou, je sais pas, une mauvaise position. Est-ce que ça existe, un document? Vous avez fait un bouquin? Vous avez fait... Alors, je n'ai pas rédigé de bouquin à ce sujet. Par contre, ce que je peux transmettre donc, à Madame Montera, c'est déjà le support, mais aussi un petit peu tout ce que j'ai évoqué en termes de pistes de solutions, que j'ai synthétisé par ailleurs, et je peux vous fournir le document. Très bien, merci bien. Avec des, entre guillemets, bien sûr, des conseils de communication, de comment approcher la personne, etc. Oui, tout à fait. Merci. Est-ce que vous avez tous mis votre adresse mail pour que je puisse vous les transmettre? Oui. Vous avez également des documents, des livrets de France Alzheimer qui reprennent aussi ces champs qu'on vient d'évoquer. Ils sont juste là. N'hésitez pas à vous servir, messieurs, parce que ça reprend aussi une partie de Bartholomé de Beauchamp. Alors, je ne sais pas si des personnes ont encore des questions, donc en tout cas il est 19h, donc on peut mettre un terme à cette conférence. Plus de questions? Okay. Un grand merci. Encore une question peut-être pour madame. À quel moment sent-on qu'on est dépassé, qu'on ne peut plus arriver, qu'on est obligé de les abandonner quelque part, dans une maison de retraite, dans un établissement spécialisé? À quel moment, vraiment, nos limites, c'est plus possible?
Alors ma réponse va peut-être vous surprendre, ce n'est pas vous qui serez le plus à même d'identifier vos limites, ce sont vos proches. En fait, lorsqu'on vit des situations d'épuisement, quelles qu'elles soient, on va puiser dans nos ressources et puis on va tenir un peu, beaucoup, on va continuer, on va puiser jusqu'à dépasser nos limites. Alors on peut se rendre compte qu'on a dépassé nos limites, mais quand c'est le cas, on les a dépassées depuis très longtemps. Par contre, nos proches nous voient changer. Ils voient que nous changeons de comportement, d'humeur, nous avons peut-être une façon de communiquer différente, et quand des proches nous renvoient tout ça, pareil, de toute façon simple, mais c'est difficile à entendre ou à accepter, ça serait se dire, bah, si cette personne qui me connaît me dit ça, dit que j'ai changé, qu'elle me connaît, etc., mais c'est qu'elle a peut-être raison. Et elle a peut-être tout un tas de raisons de penser que oui, j'ai changé. Et auquel cas, ça veut dire qu'il faudrait, encore une fois, en parler, en discuter. Alors ça peut être avec des amis, des proches, de la famille, ça peut être avec des professionnels, bien entendu, mais pouvoir parler de la situation. Et je vais rebondir sur un terme que vous avez utilisé. Vous dites oui, on va abandonner notre proche, peut-être en maison de retraite. En fait, c'est pas voir comme un abandon. C'est très difficile d'accompagner un proche malade à domicile. Alors, quelle que soit la maladie, mais peut-être d'autant plus la maladie d'Alzheimer. C'est tellement difficile qu'au bout d'un moment, on n'en peut plus, comme vous le dites. Eh bien, d'envisager peut-être un relais, et notamment en institution, c'est quelque chose qui va être positif pour votre proche, mais pour vous aussi. Ça serait plutôt justement une façon de ne pas abandonner votre proche et de ne pas vous abandonner. En fait, on a vu que pour bien accompagner une personne atteinte de maladie d'Alzheimer, il faut avoir de sacrées ressources pour s'adapter. Et effectivement, ça va être très gourmand en ressources, cet accompagnement. Eh bien, si on va jusqu'au bout, qu'on dépasse tout, eh bien, en fait, c'est plutôt ça qu'on pourrait appeler un abandon. Puisque ça ne sera plus aidant pour votre proche, ça ne sera plus aidant pour vous, vous allez vous épuiser d'autant plus, alors que le passage de relais vous permettra de vous ressourcer et de mieux accompagner par la suite. Dans un environnement différent, certes, mais probablement plus adapté. Alors on ne l'a pas forcément évoqué, mais c'est vrai que je parlais rapidement de modifier l'environnement pour permettre à la personne de mieux évoluer dans son espace de vie. C'est parfois très difficile à domicile pour tout un tas de raisons. Ça peut être des contraintes architecturales ou autres, ou tout simplement des coûts. Donc toujours se dire, tout ce qui peut être une contrainte ici peut être contourné ailleurs. Parce que je l'ai déjà mis en 2 jours par semaine. Donc je vois un progrès au contraire et vraiment je suis étonnée parce que je me sens mieux. Il est ravi quand il revient et il dit ce qu'il a fait, qu'il a rencontré. Et là, l'accueil est très bien. Oui, exactement. Alors oui, les accueils de jour qui vont être des structures extrêmement aidantes dans ce contexte. Donc il y a un collègue, Dominique Beauchamp, qui vous en parlera bien sûr beaucoup mieux que moi. Et vous dites très bien, vous observez les conséquences positives. Oui. Et c'est ce qu'on peut retenir effectivement de cet accompagnement, c'est aller vers toutes les options possibles. Il y aura un 3e jour et peut-être une semaine et peut-être pour qu'ils soient aussi rassurés. Exactement. Alors ce que je vais vous proposer, c'est de nous arrêter là. Alors merci beaucoup pour votre attention et votre participation active.